Bonjour à tous, bienvenue, merci beaucoup d'être présents ce matin. Donc, vous allez assister à la conférence Réussite et cerveau quand la science s'empare de l'efficacité. Elle est organisée par le cabinet INB, Intelligence Neurobusiness. Nous avons donc organisé cette conférence pour le lancement de la méthode BMB, qui est donc unique à ce jour en Afrique. Nous avons donc l'honneur d'avoir son inventeur ici, Bernard-Michel Boissier, qui est un chercheur français en neurosciences, conférencier et donc inventeur de la dynamique mentale et cérébrale interactive, qu'on appelle BMB. Il utilise sa méthode depuis de nombreuses années pour amener aussi bien des particuliers que des entreprises à générer leur réussite. Avec ses 40 années d'expérience, dont 24 dans le monde des grandes entreprises, il souhaite aujourd'hui faire connaître au plus grand nombre sa méthode BMB. À ses côtés, Fodéba Touré. Fodéba est directeur fondateur du cabinet INB. Il est également formateur et coach spécialisé en neurosciences, diplômé de l'Institut des neurosciences appliquées de Paris. Il fait également partie de la Neurobusiness School de Paris. Avant cette reconversion, Fodéba Touré a dirigé plusieurs entreprises en France et au Mali. Ainsi, ils vous expliqueront la méthode BMB en détail et comment la mettre en place dans votre structure pour obtenir une efficacité insoupçonnée. Je laisse donc la parole aux conférenciers. Je vous souhaite une excellente conférence et beaucoup de plaisir. Merci. Merci Sandra. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présents. Donc, on sait qu'à titre privé comme à titre professionnel, on cherche une réussite. Chacun cherche sa propre forme de réussite. Ok ? On sait que c'est normal et c'est positif parce que d'aller chercher une réussite est une grande source de motivation. Ok ? Donc, tout au long de la conférence, on va essayer de faire ce lien entre notre réussite et notre cerveau. Ce n'est pas une question qui se pose régulièrement. C'est assez unique. Mais ce lien, il existe et il est très fort. Ok ? Il est très fort, mais pour pouvoir répondre à ces questions, il va falloir aller un peu plus loin dans la science. Aujourd'hui, on a cette chance justement de pouvoir poser des questions à un chercheur en neurosciences avec plus de 40 ans d'expérience. Donc, il va pouvoir nous éclairer sur le sujet. Donc, on va rentrer directement un petit peu dans le vif du sujet. Bernard, merci de ta présence. Vraiment. Merci. Donc, ce lien entre la réussite et le cerveau, elle n'est pas facile en première lecture. Donc, toi, qui as vraiment ce bagage scientifique, est-ce que tu peux nous éclairer sur ce lien, s'il existe, et s'il existe, lequel est-ce ? Je vais essayer de répondre à ta question, qui n'est pas très simple. D'abord, je suis spécialiste du cerveau. Et c'est vrai qu'on peut se poser une question, et beaucoup se la posent. Quel rapport peut-il y avoir entre la réussite et le cerveau ? Alors, avant de parler du cerveau, je pense qu'il vaut mieux que nous envisagions cette notion si prisée par tout le monde qu'on appelle la réussite. Mais, donc c'est de la réussite dont on va tenter de parler ce matin. Une fois que nous aurons décrypté ce que contient ce terme réussite, qui est un véritable attracteur pour le monde de l'entreprise, parce que l'entreprise cherche et veut réussir. Alors, elle cherche et elle veut réussir, mais trop par elle-même, en oubliant les humains, en oubliant ceux qui peuvent être les artisans de cette réussite. Vous-même. Alors d'abord,
je serais tenté de dire, essayons de décortiquer un peu ce terme réussite. On le confond trop souvent avec un terme qu'on utilise à tout bout de champ, qui est la notion du succès. En effet, succès et réussite sont souvent dans une grande confusion. Si vous prenez un dictionnaire, vous allez voir que on nous ramène sans arrêt au terme succès. Mais un succès n'est pas une réussite. C'est une action. C'est une action qui peut mener à la réussite, mais qui ne mène pas forcément à la réussite. Alors pourquoi ? Pourquoi, alors que le succès est un fait, la performance, l'entreprise, combien elle recherche la performance de ses équipes commerciales, par exemple, pour pouvoir grandir, pour pouvoir être dans une productivité, eh bien, on va voir que le succès n'amène pas forcément la réussite. Mais que s'il n'y a pas un grand succès, s'il n'y a pas une grande performance, je dis bien un grand succès, pas un succès habituel, pas le fait de dire nous avons remporté un marché, nous avons signé un contrat. Ce n'est pas suffisant pour être dans un état de réussite. Donc Bernard, comment tu définis la réussite alors, toi ? Alors la réussite pour moi, ça va peut-être vous surprendre ce matin, pour moi c'est un état d'esprit. Autrement dit, ce n'est pas du tout un fait. Ce n'est pas une action non plus. C'est un phénomène totalement immatériel et qui a rapport avec l'esprit. Autrement dit, c'est un état d'esprit positif. Qu'est-ce que c'est qu'un état d'esprit positif ? C'est une manière optimiste et surtout positive. Je fais quand même une petite différence entre l'optimisme d'un côté et le côté positif. Qu'est-ce que c'est qu'un état d'esprit ? Un état d'esprit, c'est une manière de penser. Soit nous avons une manière de penser positive, et nous sommes à ce moment-là sur le bon chemin pour pouvoir connaître la réussite. Une manière de voir le monde, de voir les choses, de voir la vie de l'entreprise, de voir les marchés et de voir sa propre vie. Une manière de ressentir les choses. On va voir aujourd'hui que le ressenti n'est pas conscient, qu'un ressenti, il est une émergence de l'inconscient, et que ce ressenti va se transformer progressivement en sensations agréables, positives, et qui vont déclencher tout un processus émotionnel positif. Est-ce que tu nous résumes un peu sur le fait de dire que la réussite va être sur le chemin de l'optimisme et avec son contraire, du pessimisme sur de l'échec ? Alors, je serais tenté de dire que cette notion d'optimisme, vous savez, vous avez celui qui, c'est très connu comme petite citation, il y a la bouteille à moitié vide ou la bouteille à moitié pleine. Les personnes optimistes disent « cette bouteille est à moitié pleine ». Et l'autre vient contredire ce qui vient d'être dit. « Ah non, pour moi, cette bouteille n'est pas à moitié pleine, elle est à moitié vide ». Alors, celui qui voit cette bouteille à moitié pleine va être dans une démarche optimiste, une vision optimiste de la vie ou des affaires. Mais il faut savoir que cette vision optimiste, Fodé, ne suffit pas pour avoir un état d'esprit positif. C'est la condition indispensable. Pourquoi ? Parce que si j'ai une vision pessimiste, si j'ai une vision défaitiste, je n'ai
aucune chance de connaître la réussite. Aucune, aucune, aucune. Alors, soyons optimistes, c'est quand même préférable. Mais l'optimisme tout seul ne peut pas du tout être un état de réussite. Il est un passage obligatoire. D'accord. Alors c'est vrai que tu viens de dire quelque chose. Il y a, quand nous parlons de réussite, chers amis, il faut que vous sachiez que l'échec est en embuscade. Autrement dit, quand nous sommes dans un état d'esprit positif, l'état d'esprit négatif est là. Car si le négatif n'était pas là, eh bien nous n'aurions pas conscience du positif que nous devons construire, créer, que nous devons, comment dirais-je, planifier dans notre propre cerveau. Donc voilà la relation qu'il peut y avoir, une relation simple. Hein. J'essaye d'être à votre hauteur, hein. Bon, non pas que je sois trop haut, moi, mais mon expérience fait que je peux arriver à dire des choses que d'autres connaissent peut-être, mais sont incapables d'expliquer. Alors, en effet, la réussite, vous la cherchez. Mais vous la cherchez et vous ne la trouverez pas. Parce que ça ne se trouve pas. Parce que ça se gagne, ça se mérite. Et quand nous avons un état de réussite dans une entreprise, j'ai 25 années d'expérience dans les grandes entreprises. Vous avez des entreprises qui m'ont confié jusqu'à 400 ingénieurs au chantier naval de Saint-Nazaire. La société française qui construit les plus grands paquebots du monde. Vous aviez Airbus. Airbus m'a fait venir. J'ai formé plus de 200 personnes chez Airbus. Regardez des réussites absolument phénoménales, aussi bien industrielles, commerciales. Vous avez tous entendu parler d'Orangina Schweppes. Eh bien, j'ai pris Orangina Schweppes. Enfin, ils m'ont fait venir parce qu'ils étaient en faillite. Aujourd'hui, c'est une des sociétés du monde qui est en train de rivaliser avec Pepsi et avec Coca. Donc Bernard, ça veut dire qu'on peut tous réussir, mais finalement. Est-ce que ce potentiel de réussite, quand tu parles d'état d'esprit, donc il n'est pas défini sur ce qu'on nous raconte depuis des années, sur nos compétences intellectuelles, finalement. Donc que si la réussite, si on n'est pas capable de résoudre des équations à 5 inconnus, qu'on va forcément être plus handicapé qu'un autre. Quand on parle d'état d'esprit, de cette vision positive, est-ce qu'elle est disponible à tout le monde, ce potentiel? Absolument, et elle n'a rien à voir avec l'intelligence ou l'instruction. En effet, nous disposons tous, en profondeur, dans les couches les plus profondes de notre cerveau, ce qu'on appelle un potentiel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un potentiel? C'est une ressource qui n'est pas utilisée. Et qu'à partir du moment où nous arrivons à prendre conscience que nous avons en nous-mêmes cette ressource profonde que nous avons tous sans exception, avec des degrés différenciés. Mais nous avons tous, nous disposons tous d'un potentiel énorme pour réussir, mais attention, réussir quoi? Notre vie. Ok, donc là c'est important, tu nous as un peu vraiment recadré, éclairé sur un point de départ, on repart sur les basiques. La réussite, savoir faire la différence entre un succès, entre une victoire, qui nous mène sur le chemin de la réussite. Donc maintenant que tu nous as éclairé là-dessus, est-ce qu'on peut revenir sur ce lien fort avec le cerveau? Le lien entre la réussite et notre cerveau. Le lien de la réussite et du cerveau, je vais vous dire quelque chose de tout simple. Ou du moins, je vais essayer. Hein. Parce que vous savez, quand plus on a un savoir scientifique, moins on est simple. Et j'ai mis très très longtemps à redevenir simple. Parce que j'étais tellement dans une situation de complexité par rapport aux gens qu'ils ne comprenaient rien de ce que je leur racontais. Alors là, j'ai fait un petit effort. Et je vais vous dire une chose, et je vais répondre à Faudé. Eh bien, que
Je vais répondre par une réponse toute simple et assez inattendue. C'est lorsque nous avons un cerveau qui fonctionne bien, parce que la plupart du temps, il dysfonctionne. Ok, donc la neuroplasticité, le cerveau fonctionne bien, j'avance vers la réussite, la rétraction, le cerveau dysfonctionne et je me rapproche de l'échec. Vous voyez C'est un peu marquer ça. quelque chose là. Si mon cerveau se rétracte, eh bien je suis dans une très mauvaise situation. Et là, nous arrivons sur cette notion de stress et cerveau. Alors ça, c'est une invention Boissier, ça, vous voyez, stress et cerveau. Il n'y a personne qui, aujourd'hui, dans le milieu des sciences, ose parler de la réussite et du cerveau. On hausse les épaules, dans le milieu scientifique, quand je dis ça. Et puis, stress et cerveau. Qu'est-ce que vient foutre le cerveau dans le stress? Alors là, stress et cerveau. Le stress et le mal-être ne sont jamais générés par des événements extérieurs ou par des dirigeants, comme cela est écrit partout. Que c'est la contrainte, oui, la contrainte a des effets nocifs, on va le voir. Mais ce ne sont jamais les événements extérieurs qui génèrent ce mal-être et le stress dont on va parler, mais par notre état d'esprit, encore une fois. Donc tu nous dis que ça fait depuis des années qu'on prend à partie le management, qui est souvent responsable du mal-être, du stress de leur personnel. Donc cette idée est quand même aujourd'hui très remise en question, enfin, du moins par toi. Ce ne sont pas les événements extérieurs qui sont responsables de nos stress. En même temps, ça nous donne beaucoup d'espoir. Parce que ça veut dire que tant que l'événement extérieur, la situation, l'autre est responsable de mon stress, ça veut dire que c'est lui qui gère ma vie. Ça veut dire que je n'ai pas beaucoup de possibilités de grandir. Du moment où moi je me responsabilise et que je suis responsable de mon dysfonctionnement, je l'accepte, ça veut dire que là je reprends les rênes pour changer le cours de ma vie. Exactement. Exactement. En fait, il faut se poser une question. Il faut se poser une question. On sait qu'il y a dans une entreprise, on a fait des statistiques, c'est une grande organisation à Paris, enfin en France, qui s'appelle l'INSEE. Il faut savoir que la France est le 3e pays au monde frappé par ce fléau. Le 3e pays au monde. Nous avons 11%. C'est naturellement des statistiques mathématiques. Mais ils ont pris l'ensemble des entreprises françaises et ils sont même allés jusqu'à toutes les entreprises européennes. Voici les chiffres qui sont sortis. Et les chiffres vont peut-être nous apporter une réponse. Je dis bien peut-être, parce que là, je remets en question tout un ensemble d'idées qui circulent, de croyances, que c'est l'entreprise, que c'est le monde de l'entreprise, que ce sont les dirigeants, que ce sont les DRH qui sont générateurs de stress. Or, j'ai toujours été en désaccord avec cela. Aujourd'hui, les chiffres de l'INSEE sont en train de me donner raison. Ce n'est pas pour rien que j'ai eu 5900 personnes à ma dernière conférence sur le stress. Ce n'est pas pour rien non plus si je suis invité par le roi du Maroc, par le régime, la royauté, pour faire la conférence que je fais avec vous aujourd'hui. Et dans pas longtemps, puisque c'est fin mars. Et donc, ce que je vais vous dire, c'est les chiffres vont nous apporter la réponse.
11% d'une population salariale est frappée par ce qu'on appelle le stress. Et les 11% sont dans un état de stress extrême. Vous entendez parler de cela autour de vous, le fameux burn-out. Comment se fait-il? On nous dit, mais c'est la pression que l'on exerce sur les salariés dans l'entreprise qui sont responsables de cet état de fait. On est en droit de le croire, on nous le fait croire. Et les patrons, les managers, se sentent coupables quand on leur annonce que 11% de leur population, de leur collectif, est sur le flanc. J'ai travaillé pendant 25 ans dans des très grandes entreprises. Et puis récemment, j'ai encore une entreprise qui m'a fait appel à la suite d'une conférence sur Internet. Il faut savoir que je vais naturellement bousculer les idées toutes faites. Et je vais avoir la preuve. Parce que quand on pose la question à cette différence très grande de gens qui vivent dans les mêmes contraintes, dans les mêmes difficultés, dans la même pression du quotidien, comment se fait-il qu'il y en ait 11% et que la différence soit épargnée? Eh bien, c'est parce que le pourcentage de 11% de cette population frappée par ce fléau maléfique, la peste a disparu, mais le stress est là. Et donc, il faut savoir qu'on le considère comme étant la peste des temps modernes. Attendez, c'est un fléau mondial. Et ça prend une ampleur, mais considérable. Ça a toujours existé. Alors, aujourd'hui, nous avons une pression du quotidien qui est excessivement forte pour tout le monde. Nous avons une désespérance. On n'a plus de visibilité, on n'a plus de vision d'un avenir radieux. On n'a qu'à écouter les médias. Tout va mal. C'est catastrophique. Toutes les informations sont toujours tournées sur des choses négatives, destructrices. Jamais on ne vous dit des belles choses. Jamais on vous dit tout ce qu'il y a de bien dans l'humanité à côté. On ne vous parle que de ce fléau. Alors, j'ai posé la question à des cadres qui étaient conscients de ces fameux 11%. Ah oui, c'est vrai que... Ah oui, ben ça, on l'a vu dégringoler, celui-là. Ah oui, oui. Oh là là, on l'a vu passer en dépression. Et ça peut même aller beaucoup plus loin. Et donc, j'ai dit, mais selon vous, comment ça se fait que vous résistez, vous? Ben, c'est parce que vous avez des gens qui résistent mieux que d'autres. Et pourquoi ils résistent mieux que d'autres? Eh bien parce que de façon naturelle, ils ont un état d'esprit qui est meilleur. Ils sont plus optimistes, ils sont plus joyeux. Ils ne sont pas toujours là en train de dire « on n'y arrivera pas, et c'est pas possible, et le monde est comme ça, on est foutu, c'est trop cher, c'est trop long. » Dans les innovations, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est trop long. C'est trop long pour innover. Alors, pouf, on fait des toutes petites innovations. Ce qu'on appelle des innovations incrémentales. Eh bien, vous allez avoir, justement, tous ces troubles faits là, qui disent on n'y arrivera pas. C'est pas possible. Wow, c'est trop cher. Etc., etc. Donc ces gens-là, Bernard, 10% de ces gens-là, leur cerveau dysfonctionne. Les 90 autres pourcents qui ne tombent pas justement dans cet état d'esprit négatif, ça marche. Ah, mais parce que c'est là-dessus qu'on en revient finalement, ce lien avec ce cerveau. Absolument, absolument. Alors, on va donc nous dire, il y a une chose qui est très importante
c'est que la plupart des personnes qui nous entourent vivent dans le déni du stress. Alors, il faudrait peut-être savoir un petit peu, peut-être ce qu'est le stress quand même, parce qu'on est là en train de tourner en rond, là. Le stress, qu'est-ce que c'est? Que ce soit dans le monde du travail ou dans la vie de tous les jours. C'est un état de tension intérieure. En effet, les personnes qui sont dans cette tension intérieure sont tendues, sont crispées. Et c'est cette tension intérieure qui va faire que le cerveau va répondre à cette tension intérieure. Cette tension intérieure, nous n'y échappons pas. Tous autant que nous sommes, nous avons au cours d'une journée des montées de tension intérieure. Alors, prenons le cas. Nous sommes nerveux. Hop, le cerveau monte en pression. Il ne réfléchit pas, hein. Il monte en pression. Nous sommes inquiets, avec ou sans raison. Le cerveau monte en pression. Nous sommes préoccupés, nous sommes soucieux. Le cerveau monte en pression. Nous nous mettons en colère. Le cerveau monte en pression. Nous courons après le temps. Ça, vous connaissez. Hein? Il monte en pression. Nous claquons les portes. Le cerveau monte en pression. Mais quand le phénomène qui a produit ma nervosité, tout ce que je viens de vous dire là, en fait, c'est une adaptation ou désadaptation à la pression du quotidien. En principe, ça se règle tout seul. Par contre, si ça ne se règle pas, autrement dit, si la nervosité est un phénomène continuel, si je suis dans les émotions en permanence, si je suis dans, comment dirais-je, une impossibilité de contrôle de moi-même, si je perds le contrôle, si je deviens irritable à tout bout de champ, je vais commencer à tirer sur mes ressources nerveuses. Ça va se traduire par de l'impatience, de l'irritabilité en permanence, par des accès de colère de plus en plus fréquents. Et je vais commencer à aller chercher des succédanés. Je vais boire de plus en plus de café. Il y a une machine à café dans les entreprises. Je vais fumer de plus en plus. Je vais, comment dirais-je, chercher à lutter contre cet état de fatigue qui est indéfinissable. Je suis dans un état de malaise. C'est ce qu'on appelle le stress continu. Le stress continu va me faire perdre l'appétit. J'ai de plus en plus de troubles digestifs. Mon ventre, c'est un ballon. Je vais avoir de plus en plus de difficultés à respirer. Je vais avoir besoin d'air. Ah, j'ai besoin de respirer. Ah, enfin. Mon diaphragme est contracté. Ma respiration est courte, irrégulière. C'est la traduction de la montée en pression de mon cerveau. Je vais maintenant avoir la gorge qui serre. Ça, vous connaissez ça sûrement. Et puis, si ça continue trop longtemps, je vais avoir la tête qui est prise comme ça, là. Et d'ailleurs, c'est l'image que vous avez là. Là, le cœur va
commencer à battre la chamade. De plus en plus, vous allez naturellement consulter. Pour 2 raisons. Parce que votre cœur bat trop fort. Votre tension artérielle monte tout doucement et tranquillement. Vous perdez le sommeil progressivement. Là, c'est la porte ouverte à tout. Et sur notre efficacité, ce lien direct, cette montée de stress, ce dysfonctionnement, est-ce que ça peut freiner notre activité mentale? Ah ben complètement. Ben complètement, puisque je vais... comment dirais-je, l'état de stress. Alors le stress, c'est quoi? C'est lorsque il y a une tension intérieure qui augmente. Cette tension intérieure occasionne une pression du cerveau qui dysfonctionne. Ok. Bien. À partir du moment où mon cerveau dysfonctionne, je vais progressivement perdre conscience du monde qui m'entoure. Alors attention, ce n'est pas une perte de conscience au sens que vous connaissez du terme. Non, c'est une restriction du champ de la conscience. Si mon champ de conscience est ouvert, je vais voir au-delà de ce qui est devant moi. Si par contre mon champ de conscience se ferme, ma vision va se restreindre. C'est pour cette raison que vous allez avoir dans le monde de l'entreprise un arrêt de la vision stratégique, par exemple, des dirigeants. Lorsque la vision se restreint, on ne voit plus rien. Et lorsqu'on est dans un état de stress continu, alors on voit de moins en moins ce qu'il nous faut faire. Et le burn-out nous prive complètement de toute vision de sortie. Autrement dit, on est comme dans une prison. On est enfermé, emmuré. Voilà ce que décrivent les personnes qui sont en burn-out. Ces fameux états de stress extrême dans lequel il n'y a aucun traitement possible. Ça, c'est le niveau extrême. Mais on est tous confrontés à un dysfonctionnement plus léger. Alors, non. Si, par exemple, on prend un petit exemple. J'ai eu une très mauvaise nouvelle vendredi, je te l'ai raconté. Immédiatement, ma tension intérieure, attends, je n'échappe pas, est montée. En effet, j'ai appris une nouvelle très attristante. Mais je suis un être humain. Ce n'est pas parce que je pratique tous les jours ma méthode que je ne vais pas pouvoir avoir de sentiments humains. Donc je suis, surtout que ça a été annoncé très brutalement, je m'y attendais, mais pas aussi vite. Surtout qu'on avait eu un espoir. Alors là, c'est terrible. Et puis, on m'annonce la nouvelle. Et la personne qui m'annonce la nouvelle est dans un état de tension extrême. Et heureusement, elle pratique la méthode. Je l'ai renvoyée tout de suite à la méthode. Ça ne va pas supprimer l'événement. Et quant à moi, eh bien, je me dis, attention, tu as été trop souvent dans le déni de cette situation. Tu joues l'effort. Tu dis, mais attendez, moi, de toute façon, ça ne me touche quand même pas trop. Et je me suis rendu compte que j'étais en montée de tension intérieure. Mais ma méthode me permet d'avoir un signal d'alerte. C'est extraordinaire, ça, n'est-ce pas, hein? Tout à fait. Oui. Un signal d'alerte, il la pratique depuis 1 an. Hein? Eh bien, je peux vous dire une chose, que j'ai eu mon signal d'alerte qui s'est allumé, je me suis isolé quelques instants, et j'ai dit, mon petit bonhomme, si tu veux pas avoir un pépin de santé, alors tu te mets à l'écart et tu fais en sorte de réduire cette tension. Je ne m'étais pas rendu compte, mais mon cerveau était monté en pression. Vous vous rendez compte, si j'avais rien fait, j'aurais installé un état de tension, un état de tristesse.
un état où je n'aurais pas réagi face à un événement. Voilà. Donc le dysfonctionnement, il va provoquer certaines contraintes au niveau émotionnel, au niveau relationnel, dans un groupe. Si mon cerveau dysfonctionne, je monte en pression et ça va limiter le bien-être au sein du groupe. Et quoi d'autre encore sur de l'efficacité? La question est intéressante et je vais vous la traiter le plus simplement possible. Je pourrais vous la traiter en psy. Je ne le suis pas. Et je ne jouerai pas les psys. Et donc, ni les coachs. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je ne suis qu'un simple scientifique qui a consacré sa vie à comprendre les mécanismes complexes du cerveau. Mais ça m'a appris beaucoup de choses. Ça a été mon maître d'école, ce cerveau. Ce que tu viens de dire est très intéressant. À chaque fois que je suis passé dans une entreprise, j'ai éclairé les personnes qui avaient besoin de mettre en pratique. Ils s'étaient rendus compte, en effet, qu'ils étaient dans une pression infernale du quotidien, que ce soit entreprise industrielle, que ce soit Orangina Schweppes avec des commerciaux, eh bien, ils étaient dans cette pression du quotidien. Et que cette pression du quotidien, on peut toujours chanter dans les cours, elle ne s'arrêtera pas. Mais je disais aux chefs d'entreprise que je rencontrais que ce n'était pas l'entreprise qu'il fallait changer, que c'était les hommes, qu'il fallait qu'ils changent en eux. Et que si je change intérieurement ma manière de penser et ma manière de vivre, ma manière de travailler, je vais avoir l'impression que le monde est en train de changer autour de moi. Eh bien, pas du tout. Le monde, il est toujours le même, à tourner en rond. Mais c'est moi qui suis changé. Et parce que je suis changé, je deviens une force d'exemple pour les autres. Mais comment tu fais, toi, pour résister? Et ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois que j'ai pris une équipe avec un suivi en séminaire, où je leur ai appris à résister aux pressions du quotidien, où je leur ai appris à transformer leur cerveau et leur vie, donc. Car ce n'est pas seulement l'entreprise, mais c'était leur vie en général. C'est tellement vrai qu'aujourd'hui, j'ai encore des gens qui, depuis 1999, avaient suivi un séminaire avec moi au chantier naval de Saint-Nazaire. J'ai eu des nouvelles il y a 1 an d'un grand patron qui m'a dit, tu sais, eh ben, je continue ta méthode tous les jours. Et je l'ai apprise à mes enfants. Et maintenant, à mes petits-enfants. Et alors, leur scolarité est éclairée. J'ai dit, tu continues? Oh, bah, tous les jours. Puis j'en rencontre plein, des retraités comme moi, sur les marchés, et qui disent, oh, dis donc, ce que Bréchet nous a appris. Eh ben, moi, je ne peux pas m'en passer, dis donc, tous les jours. Donc, ok Bernard, on parle de réussite et de cerveau. Alors, attends, on voit... Ce que je voulais dire simplement, c'est que les patrons m'ont tous dit, à l'issue des formations, c'est absolument extraordinaire, le relationnel s'est amélioré. C'est-à-dire que quand c'était un ingénieur qui était responsable d'encadrement, eh bien, le personnel, les techniciens, les ingénieurs qui travaillaient avec cette personne, eh bien, étaient eux aussi en voie de changement. D'accord. Donc et dans une relation bien meilleure. Dans cette relation, donc le changement meilleur relationnel, déjà, on est dans la réussite. On met un pas dans la réussite. Donc pour faire ce lien avec ce cerveau, je résume, mon cerveau dysfonctionne, j'ai une vision freinée de ce qui se passe, même au niveau de mes objectifs, au niveau de mon relationnel. Donc, pour pouvoir changer la donne, il va falloir éliminer ce dysfonctionnement. Tant que je reste dans un système de dysfonctionnement régulier, donc qui m'amène ce stress, qui m'amène cette montée en pression, la réussite ne va pas être vraie. Alors, je vais m'en éloigner. Et souvent même, j'ai ce déni, je ne veux pas comprendre que finalement, c'est ce stress qui est simplement responsable d'atteinte finalement de mes objectifs. Enfin,
que j'arrive pas à les atteindre. Alors, je vais être très provocateur. Et si nous prenions l'inverse aujourd'hui? Au lieu de parler du dysfonctionnement, si on parlait des avantages du bon fonctionnement. C'est une bonne idée. Là, je vais prendre ton contre-pied. Mhm. Qu'est-ce que permet un bon fonctionnement du cerveau? Eh bien, il permet une transformation. Et il permet une transformation à tout niveau dans ma vie. Il permet une ouverture de ma conscience. Il permet une vision beaucoup plus large des situations et des événements. Il permet aussi, ce bon fonctionnement du cerveau, d'avoir un mécanisme d'alerte quand les choses ne vont pas bien. Et surtout, lorsque le bon fonctionnement est là, eh bien, j'ai l'impression que je réussis beaucoup mieux ce que je fais. Les choses me paraissent plus faciles. Les gens, je suis moins en contradiction avec ceux qui s'opposent à moi. Je suis beaucoup plus patient, alors que j'ai rien fait du tout pour l'être davantage. Je suis beaucoup plus Libéré. prévenant. Ah oui, prévenant envers les gens. J'ai une ouverture d'esprit qui est bien plus grande qu'à l'ordinaire. Moins de blocage. Ben, je n'ai pas de blocage. Si mon cerveau dysfonctionne, je suis en situation permanente de blocage. Si mon cerveau dysfonctionne de façon passagère, je vais connaître des blocages. Le moindre obstacle va prendre une importance démesurée. Autrement dit, je vais perdre la lucidité en cas de dysfonctionnement. Tout va me paraître démesuré. Les obstacles vont me paraître impossibles à surmonter. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, ça c'est intéressant, mais quand on prend les chiffres, on sait qu'on n'est pas à Paris, mais de l'OMS qui annonce que chaque année, par personne, on compte à peu près 18 jours d'arrêt maladie. C'est des coûts énormes pour les entreprises et pour la société. Donc, on part du principe que là, le cerveau est en plein dysfonctionnement. OK ? Si on arrive justement à réguler ce dysfonctionnement, à mieux le maîtriser, est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact substantiel sur ces jours de maladie, sur ces 3 700 000 personnes qui sont arrêtées? Ça fait 11% de la population active quand même. Oui, Donc, est-ce que là, on peut avoir un impact direct, rapide, concret? Alors, il m'est difficile d'être affirmatif. Parce que sinon, ça voudrait dire que je suis un mage et qu'il suffirait que je puisse utiliser une baguette magique quand une entreprise me fait appel. On verra tout à l'heure, quand je vais répondre à la question qu'est-ce que la méthode et comment la mettre en pratique. Je vais vous faire une étude de cas. Donc ça sera beaucoup plus simple que d'aller décrire la méthode où c'est quand même très abstrait. Eh bien, ce que je peux dire, c'est que nous pouvons... Ce qu'il va falloir, c'est faire prendre conscience aux personnes qu'ils sont responsables de l'état dans lequel ils se trouvent. Je pense que tout être humain, sans exception, et je dis bien tout être humain, a des capacités potentielles pour réagir. Et donc je suis intimement convaincu que l'on peut diminuer ces chiffres qui sont, mais, effroyables. C'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour laquelle j'ai travaillé pendant 3 mois en Afrique, d'ailleurs. Et je dois dire que cette OMS est pas très encourageante pour le monde d'aujourd'hui. Mais je suis intimement convaincu que si une entreprise qui va me faire appel
Si c'est naturellement un géant comme Airbus, on va avoir des résultats par petits groupes. Mais s'il s'agit d'une entreprise à taille humaine, pour vous, je pense qu'il y a ici des entreprises à taille humaine. Si, il y a peut-être des très grands groupes aussi. Il y a toujours moyen de faire des choses. Ce que j'ai constaté, c'est que les personnes qui venaient à moi devenaient des forces d'exemple. Et ils arrivaient à pouvoir donner l'exemple à ceux qui étaient en difficulté. Et ils leur créaient le besoin. Et ils leur disaient, mais tu sais, tiens. Et je crois d'ailleurs que Faudet l'a fait, d'ailleurs, avec certaines personnes, avec vous ici. Je ne vais pas le faire, moi, ici. Hein. Je le ferai demain parce que j'ai une conférence grand public et je vais faire une expérience. Mais pour le monde de l'entreprise, je préfère qu'on fasse une étude de cas. Nous avons une technique, vous allez le voir d'ailleurs très vite, dès que nous allons commencer à pénétrer dans cette étonnante méthode, qui d'abord a été inventée pour moi, pour me sortir d'une situation qui paraissait sans issue. Et donc, ce que je dois dire, c'est que justement, nous avons les moyens. Nous avons les moyens, à condition que la personne ne soit pas dans un état de dépression profonde. Hein. Mais la plupart des personnes qui sont dans cette situation d'arrêt de travail, par exemple, dont tu parlais, qui coûte énormément à la société, à l'entreprise, mais aussi à la société en général, puisque quand il s'agit de la sécurité sociale, c'est quand même considérable. 3 700 000 personnes sont arrêtées à cause du stress au travail. Et l'individu lui-même. En France. Oui. Alors l'individu lui-même, il doit, si on arrive à faire comprendre aux gens qu'ils doivent se responsabiliser, ce n'est pas toujours évident dans un simple discours ou dans une simple conférence. Il faut qu'il y ait une force d'exemple. Et donc, là je vois, je vais juste donner un tout petit exemple. J'ai des personnes, dans un commentaire sur la conférence sur le stress et le cerveau, sur Internet, eh bien, il y a des commentaires de gens, et notamment, il y a une neurologue qui a dit, mais et si vous faisiez faire aux gens qui vous suivent, mais qu'on ne voit pas, qu'on n'est pas du tout en relation avec eux, est-ce que vous pourriez nous guider pour apprendre aux gens à diminuer leur état de tension intérieure et donc à remettre progressivement en état de marche le cerveau. Donc ça, c'est la réponse à la question que vient de me poser Faudet. Il y a une chose qui va être très importante. Je l'ai fait faire. Les commentaires. Nous avons eu 250 commentaires. Sur les 250 commentaires, vous aviez plus de la moitié des personnes qui écrivaient en même temps, après avoir fait l'exercice qui a duré 3 minutes. 3 minutes. J'étais en état de stress permanent. Ça faisait 10 ans que j'étais dans une tension intérieure que vous avez décrite au cours de votre conférence. Et je dois dire que c'est comme si j'ouvrais une fenêtre un jour de printemps. Eh bien Bernard, on va aller plus loin encore là maintenant, parce que la fenêtre elle est ouverte. Cette méthode, tu vas nous l'expliquer. Oui. Je pense qu'on a envie d'aller un peu plus loin et de voir comment la mettre en place et quels sont tous les détails finalement pour arriver à ce bien-être. On peut voir ce que c'est? On est d'accord? Ah bah, je m'en doute. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent pas? Ils peuvent sortir. Donc on va faire ce parallèle avec cette étude de cas. Et ils peuvent partir.
Je ne les oblige pas à rester. Donc comment éradiquer ce fléau? Alors, excellente question. Ça tombe bien. Le stress dans le monde du travail, comment lutter et éradiquer ce fléau? C'est la question qu'a posée Faudet. C'est comme si on s'était entendu, vous voyez là. Moi j'ai dit, oh dis donc, moi j'ai écrit ça, et je vais le mettre quand? Tout à l'heure d'ailleurs j'ai sauté la définition du stress qui est un état de tension intérieure. J'ai dit, oh, j'ai sauté ça, zut, il n'apparaîtra pas. Tant mieux, on ne pourra pas le copier. Et donc là, voilà. La méthode. Donc le chemin de la réussite. Je le laisse causer. J'en parlerai plus tard, mais c'est vrai, ça fait 10 mois que je la fais, et je vous en toucherai 2 mots au long là, de l'explication. Je le laisse causer. C'est lui maintenant qui va vous expliquer ce que c'est que la méthode. Non, c'est moi. C'est moi. J'ai failli d'ailleurs le laisser faire. Puis je me suis dit, je me suis réveillé ce matin. Ou hier, non, c'était hier matin, je crois. Non, c'était hier soir. Ah oui, c'est ça. Je me suis réveillé hier matin en me disant, comment je vais leur présenter la méthode? Avec du grand public, je vais leur faire la méthode. Je vais les lancer. Et ils vont voir ce que c'est. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas la réussite dans la vie professionnelle. Ils cherchent le bien-être uniquement. J'ai posé la question à mon cerveau. Je cause à mon cerveau. Le problème, c'est qu'il ne répond jamais. Vous savez, le cerveau, c'est comme Dieu. Vous lui causez, coucou, t'es là? Personne ne répond. C'est à croire qu'il n'y a personne derrière. Eh bien, il nous répond toujours. Et il m'a répondu par, tout d'un coup, une idée qui m'est venue. Comment présenter cette méthode qui est quand même très abstraite quand on la présente? À chaque fois que je l'ai fait, c'était très abstrait. Soit je fais faire, et vous n'êtes pas là pour ça, parce que vous êtes là pour avoir une étude de cas. Et j'avais la réponse. En effet, j'ai un chef d'entreprise qui était en état de stress, mais permanent. 10 ans de stress, 10 ans d'insomnie, une visibilité réduite. Il est président d'une entreprise, une PME, mais qui est une importante PME puisque c'est la société de la construction immobilière de tout l'Est de la France. Cette personne, lorsqu'elle a démarré la méthode, était dans une situation extrêmement difficile professionnellement. Aucune visibilité. Rien. Combien de mois après? 1 an après. Je vous donne la finalité. 1 an plus tard, le stress, il ne connaît plus. Le stress dans son entreprise a disparu. Toute personne, quel que soit son niveau de management, est responsabilisée. Et beaucoup plus. Grâce à la méthode, il a eu une idée complètement folle. Et si je créais une start-up de la construction immobilière? C'était une folie. On n'avait jamais envisagé une start-up autre que dans le numérique. Eh bien, lui, il a maintenu son idée. Il l'a enrichie. Il l'a consolidée. Aujourd'hui, il a lancé sa start-up. Elle est créée au Luxembourg. Il est en train de lever des fonds. Alors qu'il était en situation très difficile au départ, 1 an avant. Et cerise sur le gâteau, Google est venu à lui
et lui a dit « Nous voulons nous implanter en France un site immobilier, comme on l'a fait aux États-Unis. » Il est ingénieur, diplômé d'une grande école. Il a 15 personnes autour de lui. Les 15 personnes étaient en état de tension permanente. Après un mois d'entraînement à la méthode, les 15 personnes n'ont plus de tension intérieure. Alors, ils ont des tensions relatives, ce que je vous ai dit, dans une journée, ça peut arriver. Hein, voilà, bon. Ils n'ont plus cet état de tension et la peur de l'avenir. Il y a plus que ça. La téléphoniste, celle qui est à l'accueil, eh bien, grâce au progrès étonnant que cette fille a fait alors que c'était la dernière à laquelle on pouvait penser, elle est aujourd'hui attachée de direction de la société. Bon, voilà. La méthode. La méthode. Une méthode scientifique éprouvée, il faut bien vendre. Hein. C'est pas mon fort, hein, mais bon. Mais il est là le vendeur, hein, c'est pas moi. Hein. Mais une méthode scientifique et éprouvée. Et bientôt, je vais faire une en Afrique. C'est beau. Ah ben, il fallait que ce soit beau. Puisque la méthode, elle embellit la vie. Et elle a tellement embelli la vie que la start-up, c'est une société qui est créée pour embellir la vie des gens qui viennent à cette société de construction immobilière. Elle s'appelle Ambéga. Et vous en entendrez parler bientôt, puisque Google est partenaire. Ça vous dit rien? Qui est-ce qui aurait pu croire il y a un an? Un type tremblant qui vient me voir. Il est venu me voir à la suite d'une conférence. Allez, Il m'a dit, je me suis reconnu là-dedans. Ah, bah oui, moi. Vas-y Bernard, on fait la méthode? Oui, oui. Vas-y. Alors, pour remettre en parfait état de marche votre cerveau. Alors d'abord, vous voyez ici vous voyez la rythmicité et l'intensité de l'activité cérébrale. C'est la partie gauche de l'image. C'est ce qui va concerner la machinerie cérébrale, c'est-à-dire toute l'activité électrique et électrochimique du cerveau. C'est tout ce qui va concerner la marche du cerveau, fonctionnement et dysfonctionnement dû à une rythmicité irrégulière ou régulière. Vous voyez ici, à droite, à côté d'étape, vous voyez un mot qui s'appelle le ressenti. Alors le ressenti, c'est le baromètre intérieur qui nous permet de savoir si nous sommes en état de tension ou pas intérieur. En effet, quand nous nous sentons bien, il n'y a pas de tension intérieure. Le cerveau fonctionne bien. Quand nous sommes plus ou moins bien, eh bien le cerveau fonctionne plus ou moins bien. Et nous passons d'une tension intérieure à une baisse de tension intérieure. Nous ne sommes pas forcément dans un état de stress. Et si on se sent mal, alors alerte, vous êtes en état de tension intérieure. Vous voyez d'ailleurs que, puisqu'on a parlé du lien tout à l'heure, du cerveau et de la réussite, c'est le champ de la conscience. Je vous ai parlé de l'ouverture et de la fermeture de votre champ de conscience. Eh bien, c'est le lien de l'activité mentale de votre cerveau. Et l'ouverture du champ de conscience va permettre une ouverture de la vision. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des niveaux de conscience.
nous savons, de façon scientifique, que la conscience va évoluer sur 4 niveaux jusqu'à l'intériorité. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle des états de conscience. Lorsque le cerveau dysfonctionne, les états de conscience dysfonctionnent eux aussi. Car un état de conscience est une production du cerveau. Je ne dis pas la conscience. Je vous ai parlé des états de conscience. Vous avez à côté des états de conscience, vous voyez marqué ressenti. Et puis à côté, les étapes. Alors d'abord, il faut passer par une étape préliminaire. Vous voyez cette image qui n'est pas très agréable. En effet, plus on va aller vers la pointe de cette image rouge, plus nous sommes en état de surtension. Et plus nous sommes en surtension, plus le cerveau dysfonctionne. Alors, vous voyez d'ailleurs, regardez, d'abord vous avez une tension passagère. On est un peu préoccupé, on a une présentation à faire, on ne se sent pas très à l'aise, on a l'impression de ne pas être bien préparé. Immédiatement, tension intérieure. Le champ de conscience se restreint. Si le champ de conscience se restreint, vous avez une probabilité de perdre vos moyens pendant cette présentation. Vous avez une probabilité, si vous êtes commerciaux, de perdre la lucidité face à votre client. Autrement dit, vous allez simplement avancer droit devant vous sans vous occuper des obstacles, mais en fonçant dedans. Alors ici, vous voyez que vous voyez marqué rythmicité cérébrale et vous avez ce qu'on appelle un état perturbé. Tout ce qui est dans cette pointe-là est perturbé. Alors la base de la pointe, c'est ce qu'on appelle l'état de tension intérieure passager. Le cerveau va commencer à monter en pression. Et on va mesurer cette montée en pression grâce à des moyens scientifiques d'investigation, de mesure. Donc là, on est complètement dans la science la plus matérielle. Donc on voit que ce que je vous montre là est une réalité scientifique. Ceci, naturellement, a été expérimenté sur à peu près 10 000 personnes, ce que je vous montre là. Ici, vous voyez maintenant que si jamais le cerveau monte en pression, il passe de 40 pulsations secondes, ou hertz en français, vous allez avoir 50 hertz. À 50 hertz, c'est un état de surtension et de surpression du cerveau continu. La personne est dans un mal-être qui est de plus en plus profond et un état de stress qui devient impossible à réguler. Le président dont je vous parle était à 50 Hertz quand il a commencé la méthode. Il a reconnu qu'il n'avait qu'une visibilité, mais très réduite, de ce qu'il faisait et de ce qu'il voulait faire. Il était dans une angoisse permanente de l'échec. Il était dans la hantise de l'échec. Or, il faut savoir qu'il est passé par l'échec. Et c'est ce qui va lui permettre de réussir. Et donc, il va commencer à travailler avec la méthode qui consiste sur le plan du cerveau. Qu'est-ce qui va permettre de réguler la pression cérébrale? C'est le changement de rythme respiratoire. Autrement dit, si nous respirons uniquement par notre poumon, ça veut dire que nous respirons de façon anormale, irrégulière. C'est pratiquement tout le monde. La vraie respiration commence de façon inconsciente par le ventre. Ça veut dire
que le mécanisme qui règle la respiration, qui est ce gros muscle entre le ventre et le thorax, fonctionne de façon fluide. Ça veut dire que notre plexus solaire se débloque. Quand tu parles de mauvaise respiration, Bernard, je te coupe, excuse-moi, c'est quand on a l'habitude d'entendre les gens avec une pression de dingue, là je suis sous l'eau. Exactement. Je suis sous l'eau, donc ça veut dire, même physiologiquement, qu'on ne respire pas. Et la Voilà. suite, c'est quoi? Oui, je suis sous l'eau où vous entendez très régulièrement ah là, il me bouffe mon air, celui-là. Hein. C'est pas possible. Mais laissez-moi respirer, nom d'un chien. Ça, vous l'entendez très souvent dans la vie familiale. Ah, je vois qu'il y en a qui hochent la tête. Donc, je suis quand même un petit peu suivi. Bon. Et donc, ce président est un homme qui est l'ombre de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et donc, il va mettre en pratique une étape préliminaire qui va permettre de lutter et d'éradiquer le stress. Si on n'éradique pas ce fléau qui nous guette tous, sans exception, nous ne pourrons pas aller plus loin. Je sais que ce que je dis, alors vous n'êtes pas obligé de me croire, hein. Attendez, moi je n'ai pas la vérité infuse, hein. Mais par contre j'ai l'expérience. Et des dizaines et des dizaines de milliers de personnes ont l'expérience. Alors, cette personne, je prends le cas précis, en moins de 2 semaines, a retrouvé un appétit normal, il a retrouvé une certaine joie de vivre, déjà. Il a retrouvé un besoin d'aller plus loin. Et il avait l'impression, me dit-il, qu'il voyait ce qu'il devait faire. En 2 semaines, il a éradiqué le stress. Ensuite, il a voulu aller plus loin. Alors plus loin, c'est le 2e niveau de conscience. Le 1er niveau de conscience, pardon. Vous voyez, ce 1er niveau, on est passé de 50 Hz à 40 Hz et de 30 Hz. Alors, quand vous êtes en état de tension normale, que votre cerveau fonctionne bien, que vous êtes dans le monde du travail, vous êtes en réunion, vous participez activement, vous êtes à 30 Hz. Autrement dit, votre champ de conscience commence à s'ouvrir. Et vous voyez que plus vous allez faire baisser la pression du cerveau, c'est-à-dire que vous allez passer de 30 à 14 Hz, vous allez ouvrir votre champ de conscience. En ouvrant votre champ de conscience, vous allez ouvrir votre champ perceptif, le champ de la perception. Et vous allez à ce moment-là atteindre le premier objectif que vous vous fixez, qui est d'installer le calme en vous. Ce président va donc travailler pour atteindre le premier objectif. La première semaine, il se sent déjà plus fort. Il se sent beaucoup mieux. Il sent qu'il a une confiance en lui qui monte. Et en 2 semaines, il installe dans sa vie au quotidien un état de calme qui le surprend. Tous les collaborateurs qui l'entourent le confirment, vont le confirmer après. En effet, ils l'ont vu se transformer. Il n'était plus le même. Il m'a dit, c'est extraordinaire. Je suis en réunion, habituellement, je suis toujours en train de dire, bon, allez, un peu plus vite, vous nous avez déjà dit ça, je ne sais combien de fois. C'est le responsable des négociations qui va me le confirmer par la suite, puisqu'il va lui aussi pratiquer la méthode. Et donc, ce qui va être très intéressant, ils se sont rendus compte que leur patron avait changé, que les réunions étaient beaucoup plus fluides, beaucoup plus harmonieuses,
Il disait pas, bon, allez, ça y est, vite, 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 eh, oh, vous nous avez déjà dit ça. Bon, et puis, bon, allez, alors, ça demandera combien de temps, ça? Bon, là, c'est fini. Il m'a dit, je me suis surpris. Je me suis surpris, Bernard. Je me suis surpris. Je gardais mon calme dans les situations où habituellement je le perdais. Et ça se prolongeait jusque dans ma vie familiale. Sa femme l'a confirmé. Il n'était plus le même. En 3 semaines, 4 semaines, il n'était plus le même. Et moi, je le confirme à ce niveau-là, du calme. C'est vrai que ça vient rapidement, 2 semaines, 3 semaines, et on peut être surpris d'une situation où on connaît comment certaines personnes, certaines situations nous déstabilisent. Et on se surprend tout d'un coup comme si on se dédoublait dans une situation, et d'habitude on se dit mais là, je deviens agressif normalement. J'ai cette boule au ventre qui monte, et ça bloque la relation. Alors que là, on accepte la situation. Et on accepte la situation, on est bien moins tendu, donc plus de bien-être. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que l'autre le sent aussi. Parce qu'on va plus loin dans la discussion. Habituellement, à telle situation, on répond de façon automatique. Et c'est souvent comme ça dans la vie. Une agression, on répond de façon automatique. Là, on change le système. Pourquoi? Parce qu'on n'agresse plus l'autre. Parce que nous-mêmes, on ne s'agresse plus. On n'a plus ce sentiment où l'autre nous veut du mal. Donc on écoute ce que l'autre dit. Et en écoutant, bien évidemment, ce que l'autre dit, on va beaucoup plus loin dans le raisonnement. On va trouver des solutions. Donc, tout s'apaise. Et ça, ce n'est pas dans 6 mois. C'est au 2e niveau de la méthode et ça ne fait qu'engendrer. Donc là, je viens vraiment renforcer et tout le monde passe par là. Et c'est vraiment incroyable. C'est parce que Fodéba est un utilisateur de ma méthode que j'ai accepté d'être parmi vous. Parce que si j'avais été tout seul à vous raconter tout ça, ça serait très abstrait. On dirait, oui, mais d'accord, mais lui, ça marche peut-être pour lui, mais peut-être pas pour moi. Si, ça marche pour tout le monde, à condition de le vouloir, mais pas seulement, de le désirer. Car si vous voulez quelque chose, c'est pas forcé que ça soit exécuté par votre cerveau. Mais par contre, si vous voulez et désirez changer, vous êtes déjà en train de changer. Alors, donc, Fodéba vient de nous donner la même chose. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, et je pense que cette étude de cas. Alors, vous voyez le ressenti, il y a quelque chose. On est passé d'un moins, et maintenant, on a un petit plus qui apparaît. C'est-à-dire, le ressenti est bien meilleur. Et je lui ai dit, mais comment vous voyez, comment vous percevez ce baromètre intérieur? Il m'a dit, écoutez, c'est simple, j'ai maintenant l'impression que je suis alerté dès que je vais m'énerver. J'ai l'impression que quand je suis brutal dans mes prises de décision, ce qui était ma nature, ou ce que je croyais être ma nature, et tout d'un coup, c'est comme s'il y avait un frein intérieur. Je ne suis plus du tout la personne directive que j'étais il y a encore 15 jours. Attendez, ce que je vous dis là, c'est l'absolue vérité. Alors, ce qui va être parce qu'il m'a proposé de venir au Maroc. Alors, pas ici parce qu'il ne pouvait pas, mais au Maroc, il est en train d'implanter des riads dans l'embellissement. Il a atteint son premier objectif. Et il a un système d'alerte qui s'est mis en fonction. Alors maintenant, il peut, puisqu'il a atteint ce premier objectif, il peut, alors, sans aucune difficulté, il peut maintenant passer à l'étape suivante. L'étape suivante, il va falloir diminuer la pression du cerveau. En effet, quand vous vous rendez compte que dans la même durée, il passe de 30 à 14 Hertz, et ensuite il va passer de 14 à 13 Hertz. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente. Le cerveau freine brutalement. Et en freinant, le champ de conscience s'ouvre en grand. Vous voyez d'ailleurs, regardez l'ouverture du champ de conscience, cette espèce de pyramide qui s'ouvre là. Et là, vous êtes dans une veille
qui est beaucoup plus cool. Et regardez bien, on est dans un état de conscience ordinaire, mais déjà bien meilleur. Alors, regardez, le ressenti plus va dominer le moins. Et il dira, j'ai de moins en moins cette habitude de m'énerver, de m'agiter, de courir après le temps. Je suis beaucoup plus compréhensif, sans avoir cherché. Attendez, c'est ça qui est extraordinaire avec cette simple méthode. C'est qu'il n'a rien cherché du tout. Nous ne cherchons rien du tout. Oui, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Et de semaine en semaine, on sent la confiance qui monte, on sent ce bien-être qui s'améliore, et on a une vision différente de la journée, en fait. On a un point de vue différent. Et au niveau de la confiance, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'on va commencer à travailler sur les points forts et on va laisser nos points faibles d'avant qui nous bloquent. Donc finalement, on sait que ça va bien se passer. C'est ça qui est pour moi très marquant dans cette méthode, c'est qu'on commence à être sûr de nous et on sait que ça va bien se passer. Quand on est sûr que ça va bien se passer, on n'a pas peur et on le fait de façon naturelle. Quand on freine, on sait qu'on a un risque d'échec, c'est là où ça devient tendu, c'est là où le dysfonctionnement commence à se mettre en place et qu'on stresse. Quand on sait que tout va bien, il n'y a pas de problème. Et c'est vraiment cette assurance qu'on peut avoir de jour en jour. Nous, on le sait et les autres le sentent. Et ça, c'est vraiment impressionnant. C'est absolument vrai. Et ce président est passé par là. Et donc, il va nous donner une très belle leçon, à savoir que l'étape suivante, c'est la détente. Donc, la détente de quoi? La détente du corps. Il est détendu, il est décrispé. Le visage s'est transformé. Tous ceux qui l'entourent ont constaté que son visage s'était transformé. Il était décrispé. Il était devenu même, il avait retrouvé cette beauté du visage. Il était lumineux, alors que ce type-là était éteint quand il a commencé la méthode. Alors, vous allez avoir une chose intéressante, c'est que c'est l'étape cruciale. C'est là où on va maintenant passer d'un état à un autre. Autrement dit, un état de conscience conscient à un état beaucoup moins conscient. Et ce qui va se produire, c'est qu'on va contrôler le cerveau. Et comme c'est lui qui pilote les états de conscience, eh bien, le tour est joué. Alors, il a atteint cet objectif. Je ne sais pas, il a mis combien de temps, peut-être 2 semaines, peut-être 3 semaines, mais il est installé. Alors, il a installé le calme en lui, il a installé la détente et le repos. Et maintenant, il va passer à l'étape suivante. Je dis, quand on a atteint cet objectif, alors on peut passer à l'étape suivante qui est beaucoup plus profonde. Regardez, le cerveau a encore diminué son rythme d'activité. Rien que par des techniques respiratoires spécifiques, il est passé de 13 à 10 Hertz. Nous rentrons dans un état différent du cerveau. On va sortir d'un état conscient du cerveau à un état subconscient, entre conscient et inconscient. Et donc là, regardez, le champ de conscience s'ouvre, mais en grand. Et l'étape qui est prévue là, pour ce nouveau niveau de conscience, avec un état de conscience modifié, un état de conscience positif, vous allez avoir un lâcher-prise, et sans le chercher. Alors il me dit, je le dis à mes collaborateurs, aujourd'hui, je mets à distance mes difficultés. Bien sûr qu'il en a. Alors je dis, à partir de maintenant, il faut avoir un autre vocabulaire, un autre lexique. Si vous dites, je mets à distance mes difficultés, vous vous concentrez sur vos difficultés. Vous rendez conscient de nouveau vos difficultés, vous les rendez insurmontables.
Je dis, ce que je vais vous proposer, c'est de ne plus dire mes difficultés. Mais je mets à distance les problèmes, les difficultés, les obstacles qui sont totalement inévitables dans notre vie. Et il m'a dit, ça a été le jour et la nuit. Il a tout d'un coup pris conscience qu'il avait, qu'il avait changé d'état de conscience et que maintenant, il pouvait mettre à distance les difficultés et les problèmes. Et donc là, il va continuer. Et là, on va passer d'un état de conscience qui est conscient à un état de conscience qui ne l'est plus. Regardez l'agrandissement de ce champ de conscience. Le champ de conscience est passé de 10 Hertz à 7 Hertz. Et au-dessous de 7 Hertz, la personne va s'engourdir. Avec la méthode, on ne s'engourdit pas. Ensuite, vous allez avoir une continuité, un approfondissement, une intériorisation. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va se sentir très bien. On va se sentir différent. On va se sentir joyeux. On va se sentir heureux. On va se sentir confiant, ce que disait tout à l'heure Faudé. La confiance, on va sentir une paix de l'esprit. Ce n'est pas un petit apaisement. Ce n'est pas une petite tranquillité. On va être dans la paix. On va renforcer notre confiance en nous, notre confiance en nos capacités et la confiance en ce qui est la force en nous. Et là, c'est formidable, on va arriver jusqu'en bas et il ne se passera rien d'autre. Et pendant 3 mois, chaque jour, il a fait sa séance, 10, 15 minutes, et il se rendait compte qu'il trouvait non pas les solutions à ses problèmes, mais les chemins qui y mènent. Il s'est rendu compte que quand il était face à un problème très difficile, alors il s'arrêtait, il laissait son cerveau se mettre en action, et il ne revenait pas avec la solution. Non, il revenait avec un éclairage nouveau. Et c'est cet éclairage nouveau que l'on appelle la créativité. La créativité, ce n'est pas ce qu'on vous dit en entreprise. C'est un éclairage de la conscience. Autrement dit, on voit le problème sous un angle nouveau. Mais je n'avais pas vu ça. Ah! Et alors, les choses s'éclairent. Moi, je fais l'analogie, quand tu parles de s'éclairer, c'est de dire quand on est sur la pointe, là-haut, c'est qu'on est en bas de la colline. En bas de la colline, on a une vision très terre-à-terre. Et beaucoup de choses sont des obstacles. Quand on arrive en bas, on est au-dessus de la colline. Donc là, on a une vraie vision périphérique. Donc on est capable d'anticiper. Donc on a beaucoup moins peur quand on veut mener une action. Parce qu'on sait à l'avance les obstacles qu'il va y avoir. Et là, on prend beaucoup d'avance finalement quand on parle vraiment concurrence dans les entreprises. C'est de dire, OK, moi, j'ai un produit que je vends, mais finalement, je ne sais pas trop comment ça va se passer. On fait toujours pareil. Avec cette vision, on commence à imaginer des choses différentes. On commence, et c'est ça la confiance. Et quand on sait que dans le monde de l'entreprise, quand on vend quelque chose, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau du savoir-être, le niveau du savoir-faire et le niveau du faire-savoir pour des commerciaux. Le faire-savoir, c'est le message. Ça compte 10% dans une vente. Le savoir-faire, c'est les techniques de vente. C'est 30%. Donc on est sur 40%. Les 60% restants, c'est le savoir-être. C'est cette confiance, c'est qu'on va témoigner à notre client. C'est l'assurance qu'on va avoir dans la persévérance sur de dire, OK, tu vas me faire confiance, mon produit, ce n'est pas forcément qu'il est le meilleur, mais je le sais naturellement qu'il est le meilleur. Donc on peut travailler énormément sur effectivement des techniques, mais on revient au centre. Avec ça, on revient sur l'homme. C'est ce que dit Bernard depuis un moment. L'homme est au centre de la situation et on redonne non pas simplement des capacités techniques, des capacités simplement émotionnelles, sociales. Et là, ça fait la différence.
Parce qu'on a confiance et en plus, on est au-dessus de la colline. Donc là, on est galvanisé. Alors, je lui ai expliqué que c'était en développant la vision périphérique, en donnant les possibilités à ses collaborateurs et à lui-même, de développer ce que vient de dire, beaucoup mieux que je pouvais vous le dire moi, cette vision périphérique, car c'est la vision périphérique qui nous permet de libérer la créativité. Autrement dit, ce n'est pas la peine d'aller chercher à vouloir développer votre créativité. Elle s'accroît s'il y a une vision périphérique. Elle ne peut pas être, quel que soit le développement de cette créativité, de tous les séminaires que vous pouvez faire, inimaginable, le nombre de choses qu'on peut vous proposer, si vous développez votre créativité avec une vision ordinaire, il n'y aura pas de créativité. Si par contre vous développez votre vision périphérique, la créativité va souffrir. Alors là, ça va aller plus loin que la créativité. Et c'est sans aucune conscience et sans aucune volonté du tout. On va clôturer ? Oui. Hein ? Vous pourrez revoir la vidéo apparemment. Donc déjà, merci à tous, merci à toutes d'être présents aujourd'hui. Un grand merci à vous. On a passé beaucoup de temps. Je voudrais aussi en profiter pour remercier pour l'organisation de cette journée tous nos partenaires. Et déjà, commencer par remercier le premier, Bernard, d'avoir fait ce déplacement et d'avoir fait honneur au Mali de nous amener cette méthode et qui, je pense, va changer beaucoup de choses. J'en suis sûr. Merci à vous aussi d'être là parce que moi, j'aime bien prendre l'exemple d'Albert Einstein qui disait « La folie des hommes, c'est de faire tous les jours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. » Déjà, de vous déplacer ce matin, je pense que le résultat va être différent parce qu'on a entendu quelque chose de nouveau. Forcément, quelque chose de nouveau apporte un résultat différent. Donc, rien que pour ça, je tiens, moi, à vous remercier et à vous féliciter. C'est qu'un début. Okay ? Je tiens à remercier les partenaires Eric Vivo là, qui nous filme aujourd'hui avec Thermil Film, Looping Communication, aussi Pamela qui n'est pas présente mais qui s'est occupée de la journée. Mille merci à Sandra Derix qui s'occupe, qui vous a présenté tout à l'heure et qui fait tout ce côté graphisme et que je remercie personnellement. Onomo qui nous accueille et vous tous aussi. Moi je clôturais par vous dire, on a parlé de réussite. Ok, on a parlé de cerveau. Vous tous, ici, vous n'avez pas attendu de rencontrer Bernard-Michel Boissier et Fodé Touré pour parler de réussite et de créer votre réussite et d'être efficace. Moi, personnellement, je n'ai pas attendu non plus Bernard-Michel Boissier pour avancer dans ma vie et faire des choses. Je vais juste dire une chose, c'est qu'il y a un mois avant la rencontre avec Bernard et cette méthode et un après. Ce qui me fait peur aujourd'hui, la plus grosse peur que j'ai sur mon avenir et mon bonheur, c'est de redevenir le mois d'avant. Pourquoi ? Très simplement parce qu'aujourd'hui, dans tout ce que j'entreprends, que ce soit à travers des situations, à travers les gens, j'éprouve énormément de plaisir. Et moi, je vais juste ramener au plaisir. La vie devient un gigantesque terrain de jeu. Et quand on parle de jeu, on est dans le monde de l'entreprise. C'est sérieux le jeu. C'est pas forcément être un enfant et faire n'importe quoi. Il y a des jeux qui demandent de la concentration et les enjeux sont élevés. Mais du moment où il y a jeu, il y a plaisir. Et il y a cerveau, il y a dopamine. Du moment où il y a plaisir, il y a continuité. On va aller plus loin, on se donne les moyens de réussir. Plus on se donne les moyens de réussir, plus on aime, plus on se rapproche de cette réussite. Donc cette incroyable méthode, finalement, dans son application, elle est d'une simplicité, mais des fois, on se demande si on ne nous prend pas pour des imbéciles. Mais dans le retour sur cet investissement de 10 minutes, les retours sont incommensurables. Donc moi, simplement, ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir, vous avez déjà un niveau, bien évidemment, de bonheur, de plaisir, mais qui peut encore toujours être amélioré. Et cette réussite, que je me souhaite évidemment à continuer grâce à cette méthode, je vous la souhaite aussi. Et je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui. Merci beaucoup.